Les catapultes n'étaient oui pas des jouets, mais des instruments d'exécution brutale, transformant les hommes en brouillard. Les guerres ne se contentaient pas de mettre fin à la guerre, elles provoquaient des chutes de corps, des fractures et des organes liquéfiés. Ces engins de terreur massive servaient non seulement à percer les murs, mais aussi à briser l'esprit humain. Ce carnage, minutieusement planifié, prit officiellement naissance en 399 avant JDC, dans une ville située à cheval entre la Grèce actuelle et la botte de l'Italie, Syracuse, sur l'île de Sicile. Les Grecs ne se contentaient pas de construire des temples, ils fabriquaient l'arme de siège la plus meurtrière de l'histoire. Denis Ier, tyran de Syracuse, chef de guerre, psychopathe et fervent partisan de la course aux armements, fut provoqué par Carthage, aujourd'hui la Tunisie. Mal à l'aise face à leur proximité, il ordonna à des ingénieurs de construire la première catapulte à torsion jamais répertoriée. Une fronde, une arme de guerre composée de bobines de torsion fabriquées à partir de tendons torsadés, lubrifiés et tendus pour résonner, d'un mécanisme de lancement sculpté dans du frêne capable de projeter la mort plus vite que le son, et de munitions standardisées telles que des carreaux, des fléchettes et de grosses pierres ressemblant à des melons. Ces melons pesaient entre 22 et 36 kilos, suffisamment puissants pour écraser la poitrine d'un homme comme un bol fragile. Pensez à vous abonner, vous ne voudriez pas manquer ça. Fait historique intéressant, la première utilisation documentée de machines de guerre à lancer des pierres remonte au 7e siècle avant J.T.R.C. Le roi Osias de Juda, comme le rapporte le livre des Chroniques, installa des dispositifs sur les murs de Jérusalem pour lancer des pierres. Cependant, les ingénieurs de Denis ne construisaient pas de supports muraux. Ils concevèrent des machines à tuer mobiles. Imaginez que vous étiez l'un d'entre eux, vous auriez passé 6 mois à peaufiner cette conception, à ajuster les rapports de couple à partir de textes anciens, à équilibrer la longueur des bras, à tester les angles de lancement, puis un matin, votre commandant vous présente un prisonnier, déshabillé, attaché, les yeux bandés. On saisit la catapulte, on la remplit d'une pierre, on fixe la corde jusqu'à ce qu'elle craque. L'ingénieur déclenche, le bras oscille rapidement avec un craquement semblable à un tendon rompu, la pierre disparaît puis réapparaît dans un nuage de brume rouge, ne laissant que des fragments d'os, de tissu et une trace sur la paroi d'essai. L'ingénieur vomit dans le sable, mais Dionysius sourit car il se délectait non pas des ingénieurs, mais de l'arme fonctionnelle. Et elle fonctionna plus efficacement que prévu. À l'époque où Philon de Byzance et Héron d'Alexandrie apparurent, le fonctionnement des catapultes était devenu un domaine d'étude, une science. Ils écrivirent des ouvrages érudits sur des principes mécaniques tels que les rapports de vitesse et les mesures des bras. Ils calculèrent la résistance de l'air, la contrainte de torsion et les températures idéales de séchage des cordes. Il ne s'agissait pas de guerre mais de théologie mécanique. Et lorsque les premiers véritables sièges éclatèrent, les conséquences furent apocalyptiques. En 340, avant J.C., Philippe II de Macédoine, père d'Alexandre le Grand, encercla la ville fortifiée de Pérantus, désormais reconnue comme la Turquie. Au lieu de béliers, il fit appel à des catapultes, des bolters et des lanceurs de pierres disposés en ligne, non seulement pour détruire des tours, mais aussi pour transformer des quartiers entiers en fosses communes. Comme le rapporte Diodore de Sicile, la ville subit une destruction extrême, plus de 1500 civils et soldats étant écrasés ou déchiquetés avant même que Philippe ne perce les défenses extérieures. Il n'y eut ni pour parler de paix ni pitié, seulement une pluie de pierres des prémédités. Des hordes s'abattirent sur les tours de guet tels des météorites. Plus tard, le stratège grec Élien Tactique écrivit que les tirs de catapultes dispersèrent des unités entières avant même qu'un seul soldat ne soit touché. On l'appelait le tonnerre silencieux, car lorsqu'on l'entendait, il était trop tard, on était déjà réduit en bouillie. Cependant, malgré leur géométrie et leur caractère sanglant, les Grecs utilisaient encore les catapultes comme un outil précis pour percer les forteresses et envoyer des messages. Pourtant, Rome observait la scène et posait une question intrigante. Et si nous ne cessions jamais de les utiliser? Si non seulement des murs, mais des villes entières avaient été détruites, quel en aurait été le résultat? Les Grecs l'avaient construite, les Romains s'émerveillaient de son potentiel et se demandaient ce qui se passerait si elle persistait indéfiniment. C'est ainsi que naquit l'onaga, nommé d'après l'âne sauvage pour sa nature féroce et imprévisible. L'onaga n'était pas un simple engin. C'était une bête enragée enfermée dans du bois, mue par la tension, les crachats et le faible espoir de ne pas vous exploser au visage. Ses cordes de torsion étaient de plus que tendues. C'étaient des tendons tordus et du crin de cheval roussi, trempé d'huile et de fumée, gémissant de fureur dès qu'on les amorçait. Un soldat décrivit un jour son bruit comme un cri des enfers. Ce n'était pas un langage symbolique, c'était un mardi ordinaire. Contrairement à la précision d'une baliste, l'onaga lançait des pierres de la taille d'un coffre,
pesant environ 122 kilos selon les caprices des dieux ou la cruauté de son supérieur. Chaque décharge nécessitait au moins 8 hommes. Une trop grande proximité pouvait provoquer des fractures des côtes. En 378, Aprosagicacé, à Andrinople, l'empereur romain Valent sous-estima les Goths désespérés, chassés de leur patrie par les Saints et victimes de mauvais traitements sur le territoire romain. Lorsque Valent tenta de leur donner une leçon, ils ripostèrent par une bataille apocalyptique. Ne voulant pas attendre de renfort, Valent pénétra en territoire gothique, mais se retrouva face à leurs chariots défensifs disposés en cercle pour servir de fortification. Pendant que l'infanterie romaine se déployait, la cavalerie des Goths attaqua, transformant Andrinople en un abattoir, l'actuel Édiane en Turquie. Le résultat fut désastreux. Les défenses romaines, dont les murailles, les catapultes et l'artillerie, furent utilisées comme dernier rempart. Les onagres déchargèrent sans discernement par-dessus les parapets dans un tourbillon de poussière et de brouillard. Aminus Marcellinus écrivit « Bien qu'aucun ne fût touché, la simple anticipation de l'impact brisa leurs rangs. La crainte d'être écrasés par une chute de pierre suffisait à forcer les soldats aguerris à battre en retraite. Certains ne s'enfuirent pas assez vite. Des témoins oculaires décrivent des hommes tués ressemblant à des peaux aplaties, les jambes repliées vers l'arrière, le torse décimé. Un scribe déclara avoir vu un homme plié en accordéon. Au sens figuré ou littéral, l'implication était sans équivoque. Rome déchaînait la terreur. Cependant, la terreur ne prévaut pas toujours. À la tombée de la nuit, les 2/3 de l'armée romaine gisaient morts. L'empereur Valent disparut dans le tumulte. Certains prétendent qu'il périt englouti par les flammes dans une ferme encerclée par les Goths. D'autres affirment qu'il fut réduit à l'insignifiance. Revenons maintenant en arrière, car Andrinople n'est pas la première fois que Rome employa des catapultes pour ouvrir les portes de la perdition. JC marque la fin de la Troisième Guerre punique, où Carthage subit un siège romain impitoyable pendant 3 ans. La famine se généralisa et les défenseurs carthaginois furent contraints de consommer du bouillon de cuir bouilli. Les catapultes, loin de cesser, lancèrent des pierres dans la ville jour après jour. Appien a documenté les cris des femmes piégées dans des structures effondrées, des enfants anéantis par les débris et des défenseurs mutilés sur les murs avant même de pouvoir bander leurs arcs. Ces attaques n'étaient pas sporadiques, elles étaient calculées, méthodiques et incessantes. Lorsque les Romains percèrent enfin les remparts pour massacrer, ils ne pénétrèrent pas dans une ville, mais dans un cimetière. Le bilan des morts s'échelonna entre 450 000 et 750 000, bien que toutes les victimes ne soient pas imputables aux catapultes. Cependant, l'onagre n'était pas seulement une arme de siège, il joua un rôle crucial pour briser les défenses de la ville et assurer la victoire. L'artillerie romaine ne se limitait pas à jeter des pierres. C'était un outil pour saper le moral et semer la terreur. Leurs projectiles ne visaient pas seulement les fortifications, mais aussi les maisons, les sanctuaires et les boulangeries. Chaque impact était un sermon de capitulation ou de carnage continu. Certaines villes succombèrent en une seule journée, d'autres tinrent bon pour finalement être anéanties. À ce stade, les Romains avaient saisi le potentiel de leurs armes. Si les pierres pouvaient nous tuer, que pouvaient-elles transmettre d'autres ? Restez connectés car nous explorerons au-delà des pierres, le feu, la maladie et la décomposition. La catapulte suivante, lancée, visait non seulement vos défenses, mais aussi vos poumons et votre esprit. Les pierres brisent les murs, mais si l'objectif n'était pas de briser la porte, et si c'était de briser la foi. Bienvenue dans le prochain chapitre de SiegeCraft, l'âge du feu et de la décadence. Et que la fortune nous guide pour la biologie. Dès que les Romains apprirent qu'ils pouvaient lancer un rocher enflammé dans une boulangerie, quelqu'un se demanda rapidement « Et si on y mettait le feu avant ?» Il n'était pas subtil. Au IIIe siècle, les ingénieurs romains et byzantins remplissèrent des pots en céramique de poix, de soufre, de chaux vive et de feu grégeois, une substance inflammable qui continuait de brûler sous l'eau. Certains modèles incorporaient des chiffons imbibés d'huile et des tessons d'argile pour augmenter la puissance des éclats d'obus. Lorsque ces pots explosaient contre des structures en pierre, le résultat était apocalyptique. Les défenseurs, noyés dans les flammes et aveuglés par la chaux, voyaient leurs peaux fondre comme des poupées de cire. Il ne s'agissait pas d'une guerre au hasard. Des instructions détaillées pour créer des jarres à feu sont disponibles dans le manuel de campagne byzantin Protégécon afin de maximiser la portée et la destruction. Procope de Césarée a écrit que ces projectiles incendiaires forcèrent les défenseurs à sauter des murs pour éviter de brûler vifs. Certains y parvenaient, cependant, si cela vous dérange, attendez de découvrir des tactiques de plus macabres. Le feu devenant moins efficace, ils commencèrent à utiliser des cadavres, de la viande avariée, de la chair malade et des animaux infestés, gavés de foin et d'ordures, qu'ils jetèrent sur les marchés, les puits et les temples des villes. L'objectif ?
était de propager la maladie, de semer la panique et d'anéantir psychologiquement l'ennemi. Les Scythes en sont à l'origine, les Romains l'ont adapté et les Mongols l'ont perfectionné. Aujourd'hui, une ville de Crimée, appelée Cafre, rappelle tragiquement un passé sombre. C'est là qu'eut lieu le siège d'un port de Crimée par l'armée mongole. Au sein de leur camp, la peste fit des ravages. Au lieu de se retirer, ils innovèrent. Ils lancèrent des cadavres infectés par-dessus les murs à l'aide de catapultes. Les spectateurs décrivirent l'air comme chargé de putréfaction et les rats se régalèrent dessécher des restes. Les Génois qui s'y trouvaient tombèrent bientôt malades. Certains érudits suggèrent que c'était le point d'entrée. On pense que c'est ainsi que la peste noire s'est infiltrée en Europe, non pas par l'intermédiaire de rats sur les navires, mais par l'intermédiaire de corps putréfiés jetés par-dessus les murs de pierre. Oui, vous avez bien lu. Vos professeurs d'histoire n'ont peut-être pas évoqué le rôle des catapultes dans le déclenchement de l'une des pandémies les plus meurtrières que l'humanité ait jamais connues. Ce n'était pas un accident, mais une stratégie militaire, une guerre biologique des siècles avant même qu'elle ne porte un nom. Imaginez-vous sur le mur, prêt à affronter un projectile. Mais au lieu de cela, c'est de la chair. Il heurte le carré et explose. Un membre s'avance vers une fontaine. La nausée et l'envie de hurler vous saisissent. Vous ne souhaitez plus engager le combat. C'était votre point de rupture. Les villes, bien que survivantes au siège, succombèrent souvent à la peste plus tard. Les cadavres n'étaient non pas de simples instruments de guerre, ils transmettaient des messages. Ce n'est pas seulement une lutte pour la terre, c'est une bataille pour votre lignée. Que se passe-t-il lorsque même cela échoue? Lorsque le feu et la maladie ne parviennent pas à pénétrer l'âme? La réponse est simple. Vous brisez l'esprit, petit à petit. Et c'est notre réalité imminente, la phase de la guerre de siège. C'est un chapitre sombre dont on parle rarement. Ici, la catapulte sonne comme une mélodie obsédante. À chaque lever de soleil, un nouveau cri résonne du ciel. Vient ensuite le tonnerre implacable. Il a commencé avant l'aube, un gémissement chargé de tension suivi du claquement sec de la délivrance, puis du silence, pour être remplacé par des cris, non pas des hommes, mais du ciel lui-même. Au cours des siècles suivants, les barrages de catapultes se sont transformés en rituels de supplice. Le bruit même pouvait rendre les défenseurs fous. 674 après JOC, Constantinople. Pendant 4 longues années, l'armée arabe assiégea la capitale de l'Empire romain d'Orient. Non pas des jours, ni des mois, mais des années, pierre par pierre, année après année. Parfois des charges de 136 kilos, parfois des munitions enflammées, toujours au même rythme. Les Byzantins surnommaient ce moment le ciel hurlant. Ils prétendaient en sentir les changements de vent avant l'impact, et les soldats juraient avoir entendu un léger bourdonnement dans l'air avant le choc. Un récit raconte qu'un homme se grattait les oreilles jusqu'au sang. Un autre décrit un prêtre suppliant le vent de cesser. Non pas l'avancée ennemie, mais le barrage lui-même. Incroyable, peut-être pas si l'on comprend l'évolution des catapultes à cette époque. Les techniques de siège romaines et arabes avaient perfectionné les tactiques de terreur. Le bombardement n'était pas seulement une attaque physique, c'était une guerre psychologique. Les pierres ne faisaient pas toujours des victimes. Un seul tir manqué pouvait briser la détermination d'un bataillon. Amien Marcellin observait que, sans effusion de sang, la peur seule déracine tout le monde. Imaginez-vous, un fermier enrôlé dans une tour. Vous avez passé la nuit à écouter les sanglots et le grincement des arbres sous la pression. Soudain, le silence est suivi d'un sifflement, puis d'un bruit sourd près de votre tête. La poussière emplit l'air, des cris retentissent. Votre camarade a maintenant un bras en moins. Sans attendre les ordres, vous fuyez. Telle était l'intention. Maintenant, approfondissons l'intrigue. On pourrait supposer que les généraux romains cherchaient à remporter des victoires lors des sièges. Cependant, cherchaient-ils aussi à pulvériser les villes avant même que leurs portes ne soient enfoncées? On raconte que des villes capitulèrent avant même que la première pierre ne soit lancée, simplement en observant la construction des engins de siège. Les guerriers barbares, connus pour leur bravoure au corps à corps, vacillaient au son des cordes qu'on enroule. Même les soldats les plus aguerris étaient victimes d'hallucinations. Les prières se transformèrent en un babillage incohérent. Des désertions massives furent y signalées, des apparitions visionnaires aperçues au-dessus des murs. La peur était une stratégie et les catapultes tenaient lieu de sermons. Mais l'ennemi n'était pas le seul à s'épuiser. Les ingénieurs aussi succombèrent. Des preuves de l'époque byzantine indiquent une rotation des équipages, non pas due à l'épuisement, mais à des raisons psychologiques. Les hommes commencèrent à converser avec des cordes. Certains embrassaient la structure avant le lancement, tandis que d'autres murmuraient des prières, non des malédictions. Une lettre exhumée d'un monastère syrien raconte « Nous avons lancé 70 pierres.
La dernière, je le jure, a hurlé en retour. Qu'elle s'ait ressenti quelque chose ou qu'elle se soit simplement brisée, nul ne le sait, et pourtant, le monde continuait de tourner. Reportons-nous à 1453, la chute de Constantinople, la résistance finale. À cette époque, les canons ottomans avaient révolutionné la guerre, puissance islamique de l'époque, absorbant peu à peu les vestiges de Byzance, mais les Byzantins, ils persistaient, leurs catapultes fixées à leurs murs intérieurs. Car certaines horreurs persistent, machines antiques, reconstituées à partir de plans monastiques, grinçantes par le temps, mais impatientes, l'observateur vénitien Niccolo Barbaro a rapporté des récits de pierres lancées avec courage, voire force, une dernière salve. Ils lancèrent des pierres non pas pour détruire, mais pour inspirer la peur à leurs adversaires, leur rappelant les anciens dirigeants de ce pays. Pendant un temps, cette stratégie réussit. Le vacarme des catapultes et des canons byzantins se mêla à un tel désordre que les sapeurs ottomans ralentirent leur progression. Certains furent écrasés, d'autres perdirent tard courage. Peu nombreux, mais suffisamment pour souligner que cette force ancestrale née dans les laboratoires grecs et sous l'agression romaine conservait encore sa puissance. Pourtant, elle n'était pas proche de la mort, elle évoluait simplement. Alors qu'une nouvelle génération d'ingénieurs prenait le pouvoir, ils ne cessèrent d'instiller la terreur. Ils se demandèrent: et si nous la rendions plus grande? Et si nous la rendions plus intelligente? Et si nous la rendions assez avide pour engloutir des villes entières? Et voilà, c'est ce qui se passa. Imaginez qu'une pierre volante vous paraisse menaçante. Attendez que la machine commence à imaginer des choses plus grandes, car les catapultes ne partaient pas avec grâce. Elles se propageaient, et à leur retour, elles apportèrent des alliés. Présentation du trébuchet, cousin surdimensionné et surperformant de la catapulte. Au XIIe siècle, les machines à tension étaient obsolètes. Des charges de 136 kg étaient lancées par vos trébuchets à contrepoids, affichant l'élégance d'une ballerine et la férocité d'un coup à la tête comme une brique. Ils offraient plus de portée, de précision, moins de recul et un charme inattendu. En 1191, lors du siège d'Acre, une ville côtière d'Israël, Richard Cœur de Lion lança de redoutables trébuchets nommés Mauvais Voisin et Marteau de Dieu sur les forces de Saladin. Ils firent pleuvoir des rochers et de la poix enflammée, transformant la soirée de micro ouvert en une scène apocalyptique. Environ 50 000 personnes furent tuées pendant le siège et les survivants ne vécurent souvent pas assez longtemps pour assister à la suite. Des exécutions massives de prisonniers. Les machines ne se contentèrent pas de briser les portes, elles scellèrent votre destin. Revenons au siège de Rhodes en 1480, lorsque l'Empire ottoman envahit l'île, armé de canons de siège et de catapultes. Oui, ils persistèrent à les utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils étaient efficaces. Les ingénieurs ottomans bombardèrent l'hôpital de salves incessantes et superposées tout au long de la nuit. L'objectif n'était pas seulement d'infliger des dommages structurels, c'était l'éradication totale des sens. L'écho retentissant des collisions, le son perçant du bois qui se fend et la transformation silencieuse des prières en cris. Si les estimations fluctuent, on estime que des milliers de personnes ont perdu la vie en une seule semaine et les nuits, elles étaient consignées non pas dans des ballades de victoire, mais dans des registres funéraires. Un moine a écrit « Ils ont péri non pas dans la gloire devant les murs, mais en fragments. La Renaissance n'a pas rendu ces machines obsolètes, elle les a simplement rendues désuètes. » Et la catapulte avait un autre atout en réserve. Même après la révolution de la poudre à canon, son nombre persistait. Les choses se sont peut-être accélérées, certes, mais les catapultes sont restées familières. Elles ne vous explosaient pas au visage, on pouvait les construire de toutes pièces dans le sous-sol d'un monastère. Parfois, c'était le cas. Lors du siège de Constantinople en 1453, tandis que les bombardements ottomans pulvérisaient les fortifications extérieures, les Byzantins, sur les remparts intérieurs, utilisaient des catapultes à l'ancienne. Ils les reconstituaient à partir de schémas cachés dans des bibliothèques isolées, tels des archéologues ressuscitant une créature disparue depuis longtemps. Le faible écho d'une voix, exhortant à un dernier coup, persiste car la catapulte n'a jamais vraiment disparu. Ces vestiges gisent éparpillés à Masada, en Israël, à Orléans, en France, et à Tars, en Turquie. On peut déterrer des fragments de pierre aussi gros que des boules de bowling et y déceler encore une trace de soufre. Les érudits les qualifient de restes de projectiles, mais la terre les appelle cicatrices. Ce n'est pas nous qui l'avons tué. Nous l'avons simplement amélioré. De la torsion au contrepoids, de la pierre à l'acier, de l'engin de siège au système de missiles, de la destruction des murs à la destruction des esprits. Les trébuchets se sont transformés en canons, les canons en chars, les chars en drones. Pourtant, le principe n'est-il pas le même? Distance, surprise, silence, puis explosion. Maintenant, il est livré avec un joystick et une restriction imposée par la Convention de Genève. Cependant, la philosophie reste inchangée.
Inutile de s'emparer d'une ville quand on peut la faire démolir par les autres. Les catapultes ne figurent pas sur la liste des armes les plus meurtrières au monde. Peut-être auraient-ils dû être construits non pour la grâce ou la rapidité, mais pour ce qu'ils ont détruit. Des villes comme Carthage, Jérusalem, Constantinople, des routes, Acre, furent réduites en ruines, chacune résonnant encore de cris. Et derrière chaque mur effondré, chaque porte brisée, se trouvait une arme qui ne saignait pas, ne s'arrêtait pas et ne faisait aucun bruit en ôtant la vie. Juste un claquement de tendons tordus, un sifflement de vent et une personne disparaissait. Plus de 200 000 vies perdues selon un calcul approximatif. Ne sont pas inclus dans ce décompte ceux qui périrent lentement ou devinrent fous, juste une pierre, un levier et assez de muscles pour mettre fin à une époque. Car la catapulte n'était pas un artefact, c'était une croyance. Imposez la peur, lancez-la, faites-les implorer avant qu'ils ne brûlent. Et si vous pensez que cet état d'esprit est de rester dans l'histoire, regardez autour de vous. Des trébuchets au char, tout ce que nous avons fait, c'est modifier la forme du missile.